Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, refaire sa cuisine, c'est un budget. Dans cette vidéo, je t'ai également listé 7 erreurs classiques qui gâchent l'aménagement d'une cuisine et surtout comment les éviter. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore regardé, je te recommande d'y jeter un œil avant de visualiser cette vidéo sur laquelle tu es actuellement. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin parce qu'il y a aussi ces petites choses qu'on oublie souvent quand on refait une cuisine et qui, crois-moi, deviennent vraiment énervantes au quotidien. Si tu veux, c'est comme porter des chaussures un peu trop justes. Au début, tu fais avec, mais après 10 minutes, tu as juste envie de hurler. On est d'accord? Bah, c'est un peu pareil pour les cuisines, sauf que financièrement, c'est pas du tout la même chose. Il reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai un petit quelque chose pour toi. Moi, c'est Lilou, je suis designer d'intérieur et je t'aide à décorer, aménager ou optimiser ton logement pour que tu t'y sentes vraiment bien. Allez, c'est parti pour les 7 oublis les plus courants et comment les éviter intelligemment. Si ton plan de travail et ta zone utile de préparation fait la taille d'un set de table ou s'il est morcelé en 10 zones inutiles parce que tu as voulu poser ta plaque de cuisson au milieu ou à cause de ton évier ou de ta cafetière, c'est qu'il y a un problème. Tu dois pouvoir éplucher, couper, poser, mélanger sans jouer à Tetris ou faire des allers-retours entre chaque zone pour poser tes ustensiles. Pour commencer, je vais te donner quelques repères pratiques. Déjà, la profondeur standard d'un plan de travail est de 60 cm. Pour ce qui est de la largeur, l'idéal c'est au moins 80 cm de surface continue. Si tu aimes jouer à Top Chef et que tu as peu de place dans ta cuisine, je peux te proposer plusieurs solutions. Tu peux utiliser une planche spéciale à poser sur l'évier, un rabat pliable au bout du plan de travail, voire même un second plan de travail rétractable. Bon, le budget n'est pas le même. Quand tu concevras ta cuisine, je te recommande de te poser ces trois questions. Où est-ce que tu poseras tes courses en rentrant? Où est-ce que tu mettras ton plat de lasagne quand tu le sortiras du four? Et où est-ce que tu déposeras tes assiettes sales après le repas? Parce que s'il n'y a aucune zone de repos ou zone tampon, tu vas les poser où tes trucs? Sur ta machine à café? Tu dois prévoir dans l'idéal une zone libre de 40 à 60 cm, soit proche de ton évier, soit proche de ton plan de cuisson, pour poser temporairement des sacs ou de la vaisselle. Si tu dois t'accroupir comme un ninja pour enfourner une quiche, ça va vite te saouler. Un four, ça se place idéalement à hauteur de bras, surtout si tu cuisines souvent. D'ailleurs, c'est la même chose pour le lave-vaisselle que tu vas utiliser plus régulièrement. En plus, ça permet de libérer du rangement en bas pour des casseroles ou des éléments qui sont un petit peu plus lourds. Bref, le four et le lave-vaisselle en bas, c'est ok si vraiment t'as pas le choix. Sinon, élève-les un petit peu et ton dos te dira merci. Utiliser la hauteur sous plafond dans les petits espaces, c'est un incontournable, parce qu'il permet d'optimiser les rangements et de libérer l'espace au sol. Par contre, dans une petite cuisine, il faut que tu fasses attention à l'accessibilité et surtout au système de fixation. Donc déjà, dans ta cuisine, ça ne sert à rien de coller les placards au plafond. Ils doivent rester facilement accessibles, parce que si tu dois grimper sur une chaise pour une boîte de conserve, c'est pas l'idéal. Ensuite, je vais te mettre en garde sur le système de fixation, parce qu'il y a plusieurs années, j'ai un des meubles hauts de ma cuisine qui s'est détaché du mur. Et ce qui m'a le plus traumatisé, c'est que quelques minutes avant, j'ai fait sortir mon fils qui se baladait en trotteur dans la cuisine, sans parler du bruit qui résonne encore dans ma tête. Et ce genre d'histoire, je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Donc si ton mur est en placo, comme dans la majorité des cas, ne te contente pas de simples chevilles. Utilise toujours des chevilles conçues pour ce type de mur, comme les chevilles mollies par exemple, ou faire reposer la fixation sur une ossature ou un rail. Les fabricants indiquent toujours la charge maximale pour chaque cheville. Il faut absolument que tu la respectes. Mais pour moi, tu comprendras que ça n'est pas suffisant. Donc si tu es sur une construction neuve, pense à demander à ton artisan de te poser des renforts derrière le placo pour pouvoir supporter la charge et la fixation. Et malgré tout ça, il reste une règle d'or. Il faut toujours mettre les objets les plus lourds dans les meubles bas. Donc réserve tes meubles hauts aux charges légères. Parce qu'un meuble mal fixé ou trop chargé, c'est une très mauvaise idée parce que c'est hyper dangereux. Il y en a qui pensent que la crédence, c'est juste pour l'esthétique.
Mais si comme moi tu passes beaucoup de temps dans ta cuisine, la crédence va protéger ton mur des éclaboussures, de la graisse et du vinaigre renversé par accident parce qu'elle simplifie le nettoyage. Elle protège également tes murs de l'usure, de la chaleur et de l'humidité parce que la cuisine, c'est une pièce humide. Je vais te donner mon avis sur les dimensions idéales. Si tu ne cuisines pas beaucoup ou que tu aménages ta cuisine pour un logement secondaire ou une location courte durée, tu peux partir sur 20-25 cm de haut selon la taille des carreaux que tu choisiras. Donc ne t'amuse pas à les couper. Si tu cuisines beaucoup, je te recommande plutôt de partir sur 30 à 50 cm environ pour protéger ton mur. Mais si tu souhaites partir sur une remontée de crédence, c'est-à-dire le même revêtement que ton plan de travail, tu peux aller jusqu'à 60 cm. Par contre, l'idéal derrière une plaque de cuisson, ça restera toujours 50-70 cm. Côté entretien, si tu pars sur une crédence avec des carreaux petits ou moyens, je te recommande d'utiliser des joints époxy qui auront une durée de vie beaucoup plus longue. Ou alors partir sur du carrelage rectifié pour poser les carreaux bord à bord et limiter les joints. Pour le côté esthétique, et particulièrement sur les cuisines de couleur claire, personnellement, j'aime beaucoup jouer les contrastes avec une crédence qui cassera la monotonie et apportera du dynamisme. Tu peux également partir sur une crédence à motifs géométriques ou originaux qui apporteront de la personnalité à ta cuisine. Au cas où tu ne le saurais pas, un frigo a besoin d'air pour bien ventiler. Donc il faut que tu laisses au moins 5 cm à l'arrière et 2-3 cm environ sur les côtés pour l'aération. Parce que si tu le colles au mur ou que tu le coinces entre deux panneaux, il chauffera, il consommera plus et fera du bruit et en plus, je ne suis vraiment pas certaine de la durée de vie de ton frigo. Vérifie aussi l'espace d'ouverture de la porte parce qu'il doit s'ouvrir complètement sans heurter une poignée, bien sûr, ou un mur, mais ça te permettra également de retirer facilement les étagères intérieures quand tu nettoieras. Pense également au sens d'ouverture de la porte en fonction de ton triangle d'activité. Je te rappelle qu'on l'a vu dans la partie 1 et le lien est dans la description si tu ne l'as pas vu. Les étagères ouvertes dans une cuisine, c'est très instagrammable. Mais dans la vraie vie, elles ramassent la poussière, la vapeur, le gras et multiplient la charge visuelle. En gros, ton regard va se fatiguer face à trop d'objets exposés sur ces étagères, sachant que tu as également ton petit électroménager que tu auras posé sur ton plan de travail. Mon conseil pratique, c'est de partir sur une voire deux étagères ouvertes grand max et surtout pas près de la zone de cuisson, pour y mettre quelques plantes ou des objets faciles à nettoyer. Pour le reste, privilégie les meubles fermés. Le noir, c'est beau, mais quand tu vis dans une zone où l'eau est très calcaire, comme chez moi par exemple, c'est une vraie galère côté nettoyage. Et ça vaut pour l'évier ou la robinetterie. Donc si tu n'es pas une pro du nettoyage, je te recommande plutôt d'éviter le noir et de partir sur de l'inox par exemple ou sur un évier en céramique blanc. Après attention, dans une cuisine, la zone de lavage demande toujours de l'entretien. Mais les traces de calcaire, je trouve que c'est ce qui demande vraiment le plus d'attention. Avant la conclusion, un mot important que j'ai déjà dit dans la première vidéo. Refaire une cuisine, ça coûte cher, oui, mais c'est souvent un bon investissement. Pas seulement pour la revente, mais pour la qualité de vie. On y passe du temps matin, midi et soir. Donc mon conseil, priorise les essentiels. Circulation, plan de travail, évier, bon éclairage et reporte les fioritures si ton budget est serré. Pense aussi en termes de durabilité, des bonnes fixations, des matériaux faciles à vivre et de bonne qualité, et un électroménager fiable qui te coûteront moins en stress et en remplacement. Et voilà, maintenant tu as toutes les cartes en main pour éviter les erreurs les plus courantes dans l'aménagement d'une cuisine. Et comme je suis consciente que j'ai dit beaucoup de choses, j'ai préparé un petit e-book que tu peux télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. Et souviens-toi que l'agencement parfait, c'est pas une question de budget XXL ou de taille de cuisine, mais de réflexion et de logique. Et n'hésite pas à partager cette vidéo à quelqu'un qui veut un îlot central dans une cuisine de 5 mètres carrés. Si, ça existe.
Si tu as aimé ces conseils, tu connais, pense à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la petite cloche pour les prochains. Et n'hésite pas à me laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. En plus, je réponds à tout le monde.